moi, je suis quelqu'un de très humble et je pense que j'ai toujours à apprendre et je pense qu'on apprend beaucoup des autres. Du coup, mon conseil, ça serait vraiment d'écouter et aussi de se dire, quand on vient, moi, je venais d'une boîte où j'étais restée 4 ans auparavant, qui avait été très intense et très riche, et toujours d'essayer de limiter les comparaisons au maximum. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Épisode très spécial puisqu'il marque la fin de la première saison du Brand Podcast. On est à 12. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un petit épisode solo où on va récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette belle saison. Et après, on se retrouvera le 7 juin pour le retour de la saison 2 du Brand Podcast. Pour toutes les personnes, comme d'habitude, qui nous écoutent via ce premier épisode, rappelons que la mission du Brand Podcast est de vous aider à créer les marques fortes de demain, à créer des marques qui soient adaptées aux défis du digital. On est maintenant au 12e épisode et aujourd'hui, épisode très spécial puisqu'on invite la directrice marketing de Cityscoot que je vais laisser se présenter d'ici quelques minutes sans plus tarder. Amandine, c'est à toi. Bonjour à tous, donc Amandine, je suis en effet directrice marketing chez Cityscoot depuis décembre dernier, donc c'est tout récent et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi et avec vous sur les sujets de marque et de branding. Ok, super intéressant. Donc du coup, tu t'as rappelé tout ça. D'habitude, dans le podcast, on fait ça en deux parties, puis une petite partie à la fin, Fast and Curious. Ça, cette fois-ci, je voulais qu'on se concentre un peu plus sur le management de marque. J'ai fait ça aussi dans l'épisode avec Preto, puisque là, en l'occurrence, c'était le truc qui m'a le plus inspiré. Donc on va faire un gros focus sur ça, en commençant par parler un petit peu de culture interne. Et du coup, tu me disais en intro que tu avais reçu récemment Cityscoot, ce qui veut dire que tu es passé par un process de recrutement et que tu as été séduite par la marque au moment de ton recrutement. Et je voulais te demander, c'est quoi les caractéristiques de la marque qui t'ont le plus plu lors de ton choix ? Bonne question. En fait, je pense que c'est surtout les valeurs de la marque que tu peux voir au travers de leur communication, tu vois, que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, sur les articles que j'avais trouvés. Et c'est surtout un coup de cœur que j'ai eu avec le fondateur et le DG actuel, où vraiment, au travers de nos échanges, j'ai compris qu'on était alignés sur les mêmes valeurs et que je me retrouvais pleinement dans la mission de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de rejoindre l'équipe. Ok, je vais te couper 2 secondes parce que quand tu parles de valeurs, ça me rappelle qu'on n'a pas présenté Cityscoot pour les personnes qui connaîtraient pas. Est-ce que tu peux représenter la boîte brièvement ? Oui, bien sûr. Alors, Cityscoot, c'est du scooter électrique partagé. Donc, c'est ce qu'on appelle du free floating. On était les pionniers en France à faire ça. Donc, c'est nos petits scooters bleus et blancs qui sont partout dans les rues de Paris. On est présent aussi à Nice, Milan et Barcelone. Et donc, c'est vraiment l'idée d'avoir un service très abordable et disponible à chaque coin de rue. Donc, tu as une application et tu peux réserver ton scooter à tout moment sans engagement et le déplacer d'un point A à un point B sans avoir l'obligation de ramener là où tu l'as pris. Ok, ça marche. Tout à l'heure, tu m'as parlé des valeurs sur lesquelles vous étiez alignés avec les cofondateurs. C'est quoi ces valeurs ? Justement, en fait, c'est marrant parce que elles n'avaient jamais été formalisées en interne, mais c'est vraiment quelque chose qui transpirait en fait à travers nos échanges, mais qui n'avait pas été formalisé. Donc moi, quand j'ai rejoint l'équipe, le premier grand chantier, ça a justement été de lancer ce débat en interne et de se dire, il y a vraiment un potentiel, il y a un terreau commun où tous les employés sont réunis à travers de valeurs, mais qui n'ont jamais été formalisées. Du coup, on a lancé ce grand travail de grande plateforme en interne qui va aboutir là dans les quelques jours qui viennent. Mais si tu veux, les valeurs, c'est la liberté. Ça se ressent à la fois dans l'utilisation du service. Tu vois, tu es vraiment libre d'aller à un point A, à un point B, comme je disais. Mais c'est aussi dans les façons de travailler. Tu es libre d'aborder n'importe qui dans la boîte. Tu es libre de proposer des idées. Enfin, c'est vraiment la notion de liberté très importante. L'innovation aussi, c'est des choses qui ressortent beaucoup. Le partage, l'électrique, tu vois, avoir un impact positif sur la planète, que ce soit environnemental, mais aussi sociétal, parce que ce que j'ai découvert aussi chez Cityscoot, c'est que il y a toute une partie un peu cachée du métier qu'on voit pas, qui sont
tous les mécanos qui vont réparer les scooters, les loopers, c'est ceux qui vont changer les batteries en fait des scooters. Et toutes ces personnes sont en CDI et c'est pas forcément le cas dans toutes les boîtes de la mobilité. Et du coup, c'est un vrai engagement sociétal aussi d'embaucher, de créer de l'emploi localement dans toutes les villes où on s'implante. Et c'est vraiment ça aujourd'hui, ce travail autour de la formalisation des valeurs qu'on est en train de faire. Ok, ça marche. Je voulais savoir, parce qu'on parle toujours des choses qui sont relativement positives sur le podcast, bon, à quelques exceptions près. Et je voulais savoir si il y avait des choses qui, en fait, à l'époque, quand tu étais dans les processus de recrutement, n'étaient pas claires sur la marque et qui maintenant sont un peu plus claires. Et si tu pouvais nous parler un petit peu de peut-être la différence qu'il y avait entre de Cityscoot de l'extérieur, ce qu'on pouvait percevoir, et Cityscoot que toi tu percevais de l'intérieur. Je pense que j'imaginais, tu vois, une start-up qui va à 1000 à l'heure, ce qui est le cas. Mais j'imagine, en fait, d'extérieur, tu as une marque très forte. Tu vois, tu demandes à n'importe quel Parisien, je pense que c'est très connu, Cityscoot, etc. Mais en fait, à l'intérieur, ce travail n'avait pas été formalisé. C'était une évidence, mais ça n'a jamais été formulé clairement, etc. Du coup, je m'attendais pas, par exemple, à avoir ce travail un peu à faire. Mais voilà, c'est de dire que l'image était au-delà finalement de mes espérances. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que vous travaillez un petit peu avec tes équipes pour faire en sorte que cette marque elle soit plus attractive au niveau des talents? Puisque dans le dernier épisode, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas écouté avec Guillaume Moubèche de Lemlist, je lui posais la question de savoir comment est-ce que eux ils faisaient pour être finalement attractifs face à d'autres grands groupes qui avaient aussi des objectifs très ambitieux, etc. Et est-ce que toi, maintenant que tu es en intérieur, tu as, je sais pas, des axes d'amélioration pour améliorer la perception de la marque, mais pour des futurs candidats, candidates? Tout à fait. Justement, on travaille beaucoup dessus en ce moment. L'idée, c'est d'apporter encore plus de transparence que ce qui a pu être fait dans le passé. Je pense que ça passe en effet par ce travail de formalisation, tu vois, d'écrire noir sur blanc qui on est, d'où on vient, quelle est notre mission, pourquoi on fait ça, pourquoi on se lève le matin. Et ça passe aussi, je pense, au travers de témoignages. Tu vois, ce que je disais, c'est que moi, j'ai été convaincue en rencontrant les personnes, que ce soit de mon équipe ou mon manager. Et je pense que c'est vraiment au travers de témoignages et de vraies personnes qui font que ta marque employeur, elle peut se différencier vraiment des autres. Ok, ça marche. Du coup, on va continuer un peu dans l'idée de culture interne, plus cette fois-ci sur le recrutement, mais plus sur la notion de brand book. On a abordé la question dans, je crois, le deuxième épisode, mais on n'a pas trop eu le temps d'en parler réellement. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, un brand book, c'est un ouvrage physique ou digital dans lequel il y a en fait l'ensemble des éléments de l'histoire de la marque. Et du coup, je voulais savoir, puisque tu me parlais de non-formalisation, aujourd'hui chez Cityscoot, vous n'avez pas de brand book ou vous en aviez un ou vous en avez pas? Enfin, comment ça se passe? Eh ben justement, alors en fait, si tu veux, il y avait une partie du brand book où tu vas avoir, tu vois, les guidelines, par exemple, tu vois, quelle police utiliser, quel logo utiliser, etc. Donc ça avait toute la charte graphique, en fait, elle avait déjà été établie. Et en plus, il y avait eu un brand refresh l'année dernière, donc toutes ces guidelines-là étaient déjà formalisées. En revanche, effectivement, dans un brand book, tu as tout ce qui est sur l'ambition, les missions, les valeurs, avec l'historique, pourquoi on en est là aujourd'hui. Souvent, tu as des petits fun facts qui te rapprochent justement, qui te donnent un peu plus de contexte sur la boîte. Et ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de formaliser aujourd'hui. Donc oui, dans quelques jours, il y aura un brand book Cityscoot. Ok. Et du coup, quand ce brand book Cityscoot il va sortir, tu penses qu'il va avoir quel impact sur tes collaborateurs? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Cityscoot et comment ça évolue, et même comment toi, tu as finalement perçu la marque Cityscoot, on pourrait penser que bah, finalement, même sans un brand book, bah, la marque est très forte, continue à attirer des talents compétents, continue à faire du chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, à l'ère du digital, on pourrait considérer que le brand book, c'est plus quelque chose de nécessaire et que finalement, c'est plus de l'ordre du manuel de cours de marketing à HEC?
Alors, je pense que c'est toujours intéressant Mhm. pour plusieurs raisons. Déjà, pour les nouveaux arrivants, c'est hyper intéressant pour un nouveau. Et moi, j'aurais adoré avoir ça à mon arrivée, que Mhm. ce soit chez Cityscoot ou dans mes précédentes boîtes. J'avais jamais eu ça à disposition. Et je trouve que de pouvoir lire l'historique, de pouvoir comprendre un peu et de voir en image aussi, parce que souvent un brand book c'est imagé, Mhm. tu comprends tout de suite beaucoup plus facilement que si tu n'as pas à disposition ce matériel-là. Mhm. Et d'un point de vue interne, tu vois, nous, on a fait un grand sondage interne, on a fait des interviews en interne, on a fait des workshops en interne ces dernières semaines. Et je pense qu'en interne, c'est quelque chose qui est aussi attendu, même pour les employés, de voir qu'en fait, ils ont donné leurs avis, on les a écoutés, on a rassemblé leurs témoignages. Tu vois, dans notre questionnaire interne, on avait même dit si City Scoot était une musique, qu'est-ce que ce serait? Si City Scoot était un animal, qu'est-ce que ce serait, etc. Mhm. Et je pense que la restitution est attendue par les employés pour qu'ils adhèrent encore plus au projet. Tu vois, Mhm. je pense que c'est important. Pour moi, c'est un outil qui fédère vraiment les employés autour de la culture d'entreprise. Ok, ok, super Et intéressant. c'est vivant par contre. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est pas figé. Mhm. On le fait aujourd'hui en 2021, mais il sera forcément amené à évoluer en fonction du futur de l'entreprise. Ok, donc ce serait un genre de Google Slide où toute la boîte est en copie et on peut ajouter des éléments au fur et à mesure de la construction de l'histoire. Parfaitement clair. Du coup, on va continuer en parlant un peu plus marketing produit, puisqu'on a beaucoup parlé de culture en ce début de podcast. Quand on se balade sur votre site et qu'on clique sur la section comment fonctionne Cityscoot, on peut voir des jolies photos et même des vidéos de personnes en scooter, etc. On voit des scooters estampillés bleus avec des casques bleus, blancs, etc. Même des bâches de couverture bleue. C'est assez stylé. Et du coup, selon toi, niveau expérience produit, qu'est-ce que les clients ressentent quand ils conduisent un City Scoot? C'est pas selon moi, puisque je vais te dire ce qui Mhm. ressort vraiment de nos enquêtes clients qu'on a fait récemment. La première chose, c'est un sentiment de liberté. Mhm. C'est-à-dire que quand ils prennent un city scoot, ils se sentent libres et ils ont un certain sentiment de plaisir. En fait, nous, ce qu'on aimerait vraiment redonner aux citadins, c'est le plaisir de se déplacer. Mhm. C'est que tu n'es plus contraint, tu vois, d'utiliser un moyen de transport ou tu n'es pas forcément à l'aise. Et là, c'est vraiment le plaisir, la liberté et aussi la sérénité. C'est des Mhm. mots qui sont vraiment sortis de l'enquête client qu'on a faite le mois dernier. Mhm. Et comment vous faites pour rattacher en fait ces valeurs à la mission de la marque? Puisque finalement, ça, c'est des choses que vous contrôlez pas énormément, si ce n'est peut-être dans votre com. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as plus d'éléments à me partager? C'est vrai qu'on contrôle pas. Après, on fait tout enfin, tu vois, une fois qu'on sait ça, on va faire un maximum pour justement simplifier la vie des utilisateurs et qu'ils retrouvent au maximum cette sérénité. Tu vois, c'est de mettre le plus de scooters disponibles dans les rues de Paris pour qu'ils n'aient pas à chercher un scooter, que ce soit le plus facile pour eux, Mhm. qu'il n'y ait pas de problème sur le scooter, qu'il soit en bon état. Que ce soit facile dans l'application de déverrouiller son scooter, de le rendre. Enfin, donc nous, on va tout mettre en œuvre pour justement améliorer encore plus cette expérience client. Ok, ok. Je te parlais en intro de jolies photos, de vidéos, de bâches bleues, etc. Parce que dans l'épisode que j'ai fait avec Tariq de Hitch, qu'on salue d'ailleurs, il me disait que lui, enfin, et pas que lui d'ailleurs, que sur le marché du VTC, etc., qu'il y avait une concurrence, mais qui était non différenciée sur la partie expérience client, puisque les conducteurs de Hitch sont aussi des conducteurs d'Uber et autres concurrents. Et quand on regarde au niveau de l'expérience City Scoot, etc., est-ce que on pourrait se dire que, par exemple, conduire un City Scoot, c'est mieux que conduire un, je sais pas, un scooter Lime, comme ils viennent de lancer, par exemple, ou tout autre scooter de vos concurrents, ou aujourd'hui, est-ce que, mis à part, je sais pas, des éléments plus extérieurs de couleur, de design, etc., il n'y a pas vraiment de différence vis-à-vis de l'expérience produit même que vous avez vis-à-vis de vos concurrents, et comment vous faites s'il y en a pour se différencier, finalement? Alors, il y a quand même quelques différences. Effectivement, le service
la vocation est la même, hein, de proposer des services, des scooters en libre service. Il y a quand même quelques différences où déjà, c'est pas le même scooter, c'est pas le même modèle. Nous, notre scooter aussi, il est fabriqué en Europe, là où le scooter de Lime est fabriqué en Chine. Donc nous, on a une vraie vraie mission environnementale. Enfin, on cherche vraiment à avoir un impact sur l'environnement. Après, je pense que c'est très personnel comme expérience, tu vois. Probablement, il y a des utilisateurs qui préféreront conduire le scooter de Lime. Nous, le nôtre, le Govex, il est très stable. Pour, par exemple, moi, j'étais pas une grande utilisatrice de scooter auparavant, mais c'est très facile à conduire. Tu te sens en sécurité. Là où peut-être que les concurrents ont des engins un peu moins stables. Mais là encore, ça peut, il y a des différences vraiment. C'est pas le même modèle de scooter, donc t'as une différence. Nous, on a une jupe aussi, ce que tu dis là, du coup, le tablier qui permet par exemple en hiver ou quand il pleut de te protéger. Donc il y a quand même des différences produits qui sont mais encore une fois effectivement le service, le but est à peu près le même. Nous on se différencie par en dehors du produit qui est différent. On a aussi, par exemple, un programme de fidélité que les concurrents n'ont pas. Donc nous, on s'attache vraiment à récompenser la fidélité de nos utilisateurs. C'est très important pour nous de les récompenser. Donc voilà, on se distingue aussi par notre ADN. On est parisien, on est né à Paris, on est né au cœur du 17e. C'est important aussi, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et voilà, nous, on est made in France, on est local et on fait vivre des villes dans lesquelles on s'implante. Ok, super intéressant. Bon, du coup, Cocorico, les Français qui nous écoutent, si vous aimez Paris, c'est City Scoot. Et c'est pas autrement. Ça marche. Du coup, on va finir le podcast gentiment en parlant un peu personal branding. Le personal branding, c'est quelque chose qu'on a évoqué très en superficie dans la saison 1. Et c'est quelque chose qui va être l'objet d'une nouvelle section dans la saison 2, mais on se retrouvera la semaine prochaine pour en parler avec tous les auditeurs. Tu es une directrice marketing chevronnée, plus de 10 ans d'expérience, des belles boîtes sur le CV, etc., etc. Et ce qui veut aussi dire qu'à de multiples reprises, tu t'es retrouvé à la place de la nouvelle, donc à intégrer de nouvelles équipes, à devoir t'adapter, etc. Aujourd'hui, c'est le cas encore chez City Scoot, et j'aimerais bien que tu nous partages des petits tips que tu as pour donner confiance à tes équipes marketing. Puisque quand on bosse chez City Scoot, je sais pas, en tant que content manager ou designer, ou je sais pas comment structurer votre équipe marketing, mais voilà, en tant que collaborateur, et qu'on a une nouvelle directrice qui arrive, parfois, il y a aussi des petits problèmes de légitimité, ce genre de choses. Et du coup, voilà, le personal branding, ça joue dans tout ça. Est-ce que toi, tu aurais des astuces, des conseils à nous donner pour arriver très facilement à gagner la confiance de ces équipes et à rassurer tout le monde, ce genre de truc? Alors, je pense que la première chose, c'est d'être à l'écoute. C'est très bateau ce que je veux dire, mais quand je suis arrivée, moi, dans l'équipe, j'ai d'abord passé beaucoup de temps en one-to-one avec chacun pour écouter leur historique, pour comprendre où est-ce qu'ils voulaient aller, quelles étaient leurs aspirations aujourd'hui, qu'est-ce qui les avait frustrés aussi dans le passé, qu'est-ce qu'ils voulaient changer. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à comprendre la situation et essayer de faire au mieux avec leurs aspirations et moi ce que j'avais envie de faire. Et pour tout te dire, d'ailleurs, j'ai réorganisé l'équipe un mois après mon arrivée. Okay. Et ça s'est très bien passé. J'ai des super feedbacks, ils sont ravis. Tu me diras peut-être qu'ils oseraient pas me dire le contraire, mais je pense que non, je pense que la clé c'est vraiment moi je suis quelqu'un de très humble et je pense que j'ai toujours à apprendre et je pense qu'on apprend beaucoup des autres. Du coup mon conseil ça serait vraiment d'écouter et aussi de se dire quand on vient, moi je venais d'une boîte où j'étais restée 4 ans auparavant, qui avait été très intense et très riche et toujours d'essayer de limiter les comparaisons au maximum parce que moi j'ai enchaîné j'ai terminé le vendredi et commencé le lundi chez City Scoot. Du coup c'est parfois un peu dur de couper le cordon, mais toujours de repartir avec une feuille blanche et de se dire ce qu'on a fait avant c'était pas forcément
la meilleure solution et qu'on a toujours à apprendre de ces équipes qui sont en place et qui ont beaucoup plus d'historique dans la boîte que moi aujourd'hui. Ok. Je voulais qu'on clôture aussi par parler un peu de posture managériale. Et là, c'est une question plus ou moins ouverte, plus sur ton avis et qu'est-ce que tu en penses, etc. Puisqu'on est quand même à une ère de refus, entre guillemets, des managers. Je lisais encore ce matin un article sur Alan où il disait que eux ils n'avaient pas de manager, ils avaient des owners, que c'est eux qui prenaient les dernières décisions, mais que toutes les décisions étaient prises avec tout le monde, ils faisaient pas de réunion, ce genre de trucs. Et vous avez une équipe qui est internationale dans plusieurs pays avec un peu plus de 100 collaborateurs, etc. Donc pour toi, est-ce que, enfin, à l'ère du digital, du télétravail et ce genre de trucs, est-ce que l'idée de toujours du coup avoir des managers, donc d'avoir des personnes qui sont hiérarchiquement entre guillemets au-dessus, c'est quelque chose d'important, ou est-ce que tu penses que finalement toutes ces appellations, ces grands noms, etc., ça ralentirait pas un peu ton organisation et même en niveau de la marque, est-ce que ça altérerait pas finalement un petit peu la marque en interne? Enfin, quel est ton avis par rapport à tout ça? Écoute, moi, j'ai jamais été dans une boîte sans manager, donc c'est difficile pour moi de comparer et tu vois, de pouvoir dire tel ou tel système est mieux puisque j'ai jamais expérimenté, donc c'est difficile pour moi de critiquer, tu vois, un système que je ne connais pas. À titre personnel, je trouve que j'ai toujours beaucoup appris de mes managers actuels ou passés et que c'est hyper important pour moi d'avoir des managers qui savent guider, orienter, te coacher. Moi, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir certains managers avec qui aujourd'hui je suis encore amie, que je peux appeler si j'ai besoin d'un coup de main ou j'ai des questions. Et inversement, tu vois, je pense que j'ai joué ce rôle pour certaines personnes qui hésitent pas à m'appeler aujourd'hui pour me dire, voilà, j'ai un dilemme, ou par exemple qui dans un choix d'entreprise, qui me demande mon avis. Donc peut-être que le rôle de manager, moi je le vois plutôt comme un coach pour faire grandir les équipes, pour apprendre aux équipes. Mais en tout cas, moi j'ai eu des très bonnes expériences, des très mauvaises aussi d'ailleurs, mais des très bonnes expériences. En tout cas, pour moi, c'est important d'avoir des modèles et de pouvoir bénéficier d'accompagnement et de pouvoir accompagner mes équipes. Je le vois plus comme je vois pas du tout le manager comme un rôle dictatorial qui prend les décisions tout seul dans son coin. C'est pas du tout ma façon de manager, c'est pas du tout la façon où j'aime être manager. Donc après que tu les appelles, tu vois, honneur d'un projet ou manager, c'est peut-être une question de wording, mais voilà, je pense qu'en tout cas, c'est appréciable d'avoir un bon manager à ses côtés. Ok, ça marche. On va clôturer le podcast avec la dernière partie, Fast and Curious version Brand. 3 propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Amandine, est-ce que t'es chaud? Allons-y. Ok, pour les campagnes marketing, t'es plutôt spontané et proche des tendances ou très calculé et très stratégique? Spontané et proche des tendances. Ok, niveau marque, t'es plutôt résoudre des problèmes durs ou améliorer des choses déjà existantes? Résoudre des problèmes difficiles. Ok, et niveau management, t'es plutôt chef d'orchestre ou capitaine du bateau? Chef d'orchestre plutôt, chef d'orchestre, pardon. Chef d'orchestre, ça marche. Pour finir, Amandine, c'est à toi, quelle est ta question pour moi? Alors moi j'ai une question, du coup, quel est ton podcast préféré? De toute la saison? Ouais. Non, ton podcast en général, en dehors de... Parce que j'imagine que si tu as lancé un podcast, c'est que tu es intéressé par les podcasts en général. Okay. Et du coup, est-ce que tu as une recommandation de podcast à nous faire écouter? Ok, du coup, j'ai effectivement le podcast sur Preto, on m'a posé la question, en dehors des podcasts marketing, etc., quel podcast j'écoute? Parce que j'ai déjà parlé du podcast de Mathieu Stéphanie ici, j'ai parlé du podcast de Michelle Obama il n'y a pas très longtemps, justement sur cet épisode-là. C'est vrai que c'est des podcasts que j'écoute beaucoup, et puis il y a un podcast que j'écoute pas mal, enfin que j'écoutais pas mal surtout quand j'ai commencé il y a un an ma boîte, c'était La Galère, il me semble. Et en vrai, je trouvais ça intéressant parce que c'est un podcast globalement qui parle de toutes les galères que les entrepreneurs vivent quand ils lancent un projet, et j'ai trouvé ça top. Je suis beaucoup tout ce qu'ils font. Le Startup Studio, il me semble que c'est Startup Fuck Up qui fait ça.
Et j'aime beaucoup parce que c'est très brut en fait. On a beaucoup l'image de l'entrepreneuriat avec tous les trucs qu'on peut voir sur les réseaux ou dans la presse ou ce genre de trucs. Et là, c'était vraiment du concret, des galères de livraison, des galères d'association, ce genre de trucs. Et pour moi, c'était tellement plus la réalité que ce qu'on pouvait voir à la télé ou autre. Donc ça m'a aidé. Ça m'a aidé de voir ça à ce moment-là. Et puis ça donne aussi du courage de se dire que en fait, ces gens, ils sont humains. Ils font des grandes boîtes et ils lèvent beaucoup d'argent, mais finalement, ils ont aussi des problèmes à la con avec des Excel, ce genre de trucs. Donc, du coup, voilà, c'est ma recommandation pour toutes les personnes qui nous écoutent et ça fera l'affaire pour ce podcast. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à tout ça. On va aussi clôturer pour les auditeurs qui nous écoutent toujours après un peu plus de 27 minutes déjà. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube si vous n'avez pas de quoi payer les plateformes de streaming. À nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour toujours nous faire remonter dans la catégorie marketing, c'est important, et à mettre des reviews. Mettez des commentaires, c'est important. Voilou. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode pilote pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé avec le podcast. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À bientôt.